Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Toast Info. Cette fois-ci, nous parlerons de plusieurs sujets puisque l'actualité de la crypto, ça n'est pas que le prix. Mais on va quand même commencer par parler quelques secondes du prix puisqu'il s'est redressé ce matin après la série de chutes majeures dont nous avons parlé mercredi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le Bitcoin a fait un bond de presque 15% dans les dernières 24 heures, environ 22% au sommet de ce matin, donc plus ou moins toutes les crypto-monnaies sont au vert. La même chose se passe dans les marchés de la bourse et des métaux, même si c'est moins violent, puisqu'on est dans les deux cas à environ 6% d'augmentation. Une montée rapide qui me fait craindre qu'il ne s'agisse que d'un rebond temporaire avant une nouvelle chute, étant donné la rapidité de cette remontée. En règle générale, pour qu'une augmentation pareille soit validée sur le long terme, il faut que le prix ait précédemment trouvé un plancher et qu'il y soit resté quelque temps, ce qui n'est pas le cas ici. Dernièrement, il faut quand même mentionner que ce n'est pas entre mercredi et aujourd'hui que la situation mondiale a changé. Les industries sont toujours à l'arrêt et nous sommes toujours enfermés chez nous. Il est donc possible que cette augmentation soit un piège. Et maintenant, les actualités. La première chose à savoir aujourd'hui, c'est que Vitalik Buterin vient de présenter tout à l'heure sa feuille de route pour les 10 prochaines années de développement de l'Ethereum. Et ce n'est pas une roadmap comme les autres, puisqu'il n'y a aucune date dessus. Monsieur Buterin utilise visiblement la même méthode de planification que 3D Realms avait utilisée avec Duke Nukem Forever. Ça sera fait quand ça sera fait. Cela dit, il précise dans son message que rien n'est gravé dans la pierre et que cette liste de tâches ne concerne que lui, parce que d'autres développeurs pourraient avoir de meilleures idées pour améliorer l'Ethereum. Puisque cette image est assez petite, pour ceux qui sont sur téléphone mobile et qui ont du mal à lire, pour faire simple, on y trouve notamment des éléments de protection de la vie privée, la mise en place de la preuve d'enjeu, la protection contre les ordinateurs quantiques, la réduction des frais de transaction et l'augmentation de la vitesse du réseau. Ensuite, deuxième information importante. Toujours sur le réseau Ethereum, l'outil de finance décentralisé MakerDAO a subi une énorme défaillance qui a provoqué la perte de plusieurs millions de dollars au moment du crash du prix de l'Ether. Pour ceux qui ne connaissent pas, MakerDAO est un protocole duquel dépendent notamment des monnaies stables appelées DAI et SAI, DAI et SAI, ainsi qu'un jeton dénommé MKR pour Maker et utilisé pour la gouvernance de la chaîne entre autres choses. Les jetons DAI et SAI sont en fait créés lorsque l'utilisateur de la plateforme qui contracte un prêt avec le système offre une ou plusieurs crypto-monnaies en garantie, en l'occurrence majoritairement de l'Ether. En quelque sorte, il s'agit d'un prêt sur gage avec de la crypto-monnaie. Le problème, c'est qu'avec la crypto-monnaie, la valeur des choses a tendance à changer vite, contrairement à ce qu'on met en gage habituellement dans les prêts de ce genre. Il est en principe rare de voir le créancier risquer de perdre de l'argent sur un prêt avec gage classique. Dans le cas de Maker, l'actif détenu est relativement instable et sa valeur a récemment subi un gros crash. La conséquence a été la liquidation d'un grand nombre de prêts et la mise en vente aux enchères des biens donnés en gage. Jusque-là, ça fait partie du principe. Le problème, c'est qu'il y a eu deux soucis techniques qui n'ont pas du tout été anticipés par les développeurs de Maker. D'abord, les oracles, c'est-à-dire les sources d'informations utilisées par le système pour connaître le prix de l'Ether sur le marché, ont mal fonctionné et affiché un prix de 166 $ au lieu de 130. Ensuite, l'autre problème, c'est que le réseau Ethereum était complètement surchargé. Tout comme en 2017, en période d'affluence, le réseau est trop lent pour permettre à tout le monde de s'en servir. La conséquence était encore une fois que les frais de transaction ont augmenté. Et parmi ceux qui voulaient participer aux enchères pour racheter les dettes liquidées, beaucoup n'ont pas réussi à placer leur enchère parce qu'ils ne payaient pas assez de frais. Il y a donc eu quelques personnes qui ont réussi à racheter plus de 60 000 Ethers d'une valeur de 8 millions de dollars pour un montant total de 0 $. C'est embarrassant, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme avec la catastrophe de The DAO en 2016, les développeurs ont codé un produit avec des failles qui a fait perdre beaucoup d'argent à certains. La leçon à en retenir, encore une fois, c'est que le mot décentralisé n'est pas un synonyme de perfection ou de sécurité. Beaucoup de gens font cette erreur malheureusement, mais la vérité c'est que les programmes décentralisés restent écrits par des humains. Il n'y a aucune intervention divine là-dedans. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que la communauté Maker trouve une solution à ce problème pour qu'il ne se reproduise plus. Et nous passons maintenant à la troisième info du jour, la suite de la tragicomédie qui est le rachat de Steam par Justin Sun. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques semaines, la fondation Tron a fait l'acquisition de la plateforme Steemit, un réseau social / forum décentralisé qui utilise une crypto-monnaie appelée Steem, disposant de sa propre blockchain, pour récompenser les créateurs de contenu. Le problème, c'est que tout le monde déteste Justin Sun, et pas sans raison. Alors évidemment, on ne parlera pas de sa coupe de cheveux, mais plutôt du fait qu'il mérite largement la médaille d'argent sur le podium des gens les plus agaçants de toute la cryptosphère. Et c'est grâce à son comportement qu'une telle nomination est méritée. Dans le cas de Steem, directement après son achat, Justin Sun a profité du mécanisme de consensus de Steem, la preuve d'enjeu déléguée, pour convaincre les plateformes d'échange Binance, Huobi et Poloniex de faire collusion avec lui.
Il a ensuite utilisé les actifs des clients de ces plateformes pour voter pour lui-même et éjecter les créateurs de blocs choisis par la communauté. Si c'était d'un pays qu'on parlait et pas d'une blockchain, ça s'appellerait un putsch. Quelque temps après, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a pris la parole pour présenter ses excuses à la communauté. Évidemment, c'est là tout simplement son rôle en tant que dirigeant. Quand les utilisateurs se plaignent de s'être trop fait entuber, il fait semblant d'être désolé pour les calmer. Mais revenons-en au sujet, Steam, parce que depuis que ce fiasco s'est déroulé, la communauté a choisi de contre-attaquer et de créer une nouvelle version de Steam dénommée Hive, conçue pour évincer Justin Sun et éviter que d'autres prennent le pouvoir de la même manière. Dans la foulée, plusieurs développeurs d'applications ont exprimé leur soutien et indiqué qu'ils migreront vers Hive, ou au minimum qu'ils feraient en sorte de rendre leurs produits compatibles avec. Le lancement de Hive, réalisé cet après-midi même à 15h, a marqué le coup d'envoi. Et à partir de là, il sera très intéressant de voir l'effet que ça aura sur Steam. Est-ce que la plateforme va instantanément se vider de ses utilisateurs, ou est-ce qu'elle va encore survivre et continuer comme si de rien n'était ? Voilà, c'est tout pour les titres d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme toujours, toutes les questions et commentaires sont les bienvenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations.